Place au cœur de votre vie, puisque vous êtes en effet designer et spécialiste de l'influence des couleurs sur nos perceptions et comportements. On va évidemment beaucoup en parler ce soir. Vous avez une trentaine de lecteurs qui ont lu votre livre. Il y a une personne qui malheureusement n'a pas pu le lire, qui n'a pas reçu le livre. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les rebondissements de l'intrigue, on va quand même pouvoir parler du livre en profondeur. Quelques mots sur l'ouvrage. Il raconte la disparition subite des couleurs dans le monde. On suit plusieurs personnages. Arthur d'abord, un homme un peu paumé qui se fait engager dans une fabrique de crayons de couleur. On suit Charlotte également, une spécialiste de la couleur qui est née avec un handicap qui se révèle finalement être presque un avantage. Elle est aveugle et donc finalement assez peu troublée par cette catastrophe et la disparition des couleurs. Elle a une fille également, Louise, qui a peut-être quelques dons, on en parlera. Alors, puisque vous avez lu le livre, n'hésitez pas à participer pendant la rencontre, je vais souvent revenir vers vous. N'hésitez pas à participer même sans attendre que je vous donne la parole, mais n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions directement à l'auteur ici présent, ou partager vos remarques sur le livre, ou pour rebondir sur ce qui a été dit ensemble pendant la rencontre. Vraiment, n'hésitez pas à participer tout au long de cette rencontre qui dure à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Ensuite, on vous proposera une petite séance de dédicace avec un verre et des petites choses à grignoter. J'ai une première question pour commencer. Non pas tant autour du livre pour l'instant, mais autour de vous. D'où vient votre intérêt pour la couleur? Quand est-ce que vous êtes intéressé à leur pouvoir, pour reprendre l'expression de votre premier livre? Alors, intéressé à la couleur, au départ, je vais faire court quand même, j'étais publicitaire et je cherchais des idées, une nouvelle façon de communiquer. Et un jour, j'avais un t-shirt blanc et je me suis renversé du vin du Bordeaux sur mon t-shirt. Je me dis, tiens, voilà un t-shirt Bordeaux. Ça peut plaire aux amateurs de vin, mais si je dis que j'ai un t-shirt de la couleur exacte du Château Pétrus 89, tout de suite la couleur va prendre une dimension supplémentaire. Donc c'est là que je me suis dit que la couleur, il y avait une perception subjective qui est très intéressante. Enfin, c'était pas du Pétrus que j'ai renversé. Et j'ai créé la première agence conseil en communication par la couleur, en imaginant des couleurs qui, dans l'inconscient collectif, étaient de belles couleurs. Donc j'ai travaillé par exemple avec le Louvre pour savoir quelle était la couleur exacte des yeux de Mona Lisa. Et donc on a défini cette couleur, une sorte de caramel, une jolie couleur. Si je vous dis marron, pas du tout, si je vous dis la couleur des yeux de Mona Lisa, tout de suite c'est une couleur qui prend une autre dimension. Avec la NASA, on a défini le bleu de la planète bleue. Alors là, on a fait un calcul compliqué avec des mathématiciens. On a pris une photo étalonnée prise depuis Apollo 17, on a fait la moyenne des bleus, et voilà. Et on peut dire qu'on connaît le bleu de la planète bleue, etc. J'avais une sorte des framboises de Bertillon, plein de jolies couleurs comme ça, et qui m'ont, en fait, très bizarrement, mon concept a tellement plu que je me suis retrouvé invité d'honneur de la London Fashion Week sur le concept de couleur, Madame Butter Barcelone, un peu partout, des articles dans le Time à New York, sur ce concept de couleur. Donc je me suis retrouvé à faire des couleurs pour plein de gens, alors que c'était pas vraiment mon métier c'était publicitaire au départ. Et voilà comment je me suis retrouvé coloriste, alors que je voulais juste communiquer à travers la couleur. Et donc je suis devenu coloriste, ce qui veut dire que je travaille sur les tendances couleurs, que ce soit en textile, dans l'ameublement, décoration et autres, peinture. Et un jour, j'ai le professeur Marcel Ruffo, que vous connaissez certainement, qui est pédopsychiatre, en particulier à Marseille, qui m'a dit « Bon, chez mon hôpital, là, il est tout blanc, si tu pouvais me mettre un peu de couleur, ce serait pas mal. » Et là, travaillant un peu sur la couleur, je me suis dit « Mais il a quand même un pouvoir d'influence, cette couleur. Qu'est-ce que je mets comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif? Est-ce qu'on lui met du bleu, ça va le calmer, mais il n'a pas besoin. Est-ce qu'on lui met du rouge pour le vivifier, pour lui donner de l'énergie, mais peut-être pas. Voilà, des questions comme ça. Qu'est-ce qu'on met comme couleur dans un réfectoire avec des jeunes filles anorexiques? Voilà, donc toutes ces questions, je me les suis posées. Le monde des coloristes n'est pas très nombreux, donc j'ai interrogé ma dizaine de collègues. Personne n'avait la moindre réponse. Et en creusant dans les études scientifiques, notamment à New York, je me suis rendu compte qu'en neurosciences, on travaillait énormément sur les influences de la couleur. Et c'est un univers qui m'a absolument passionné, d'où mon premier ouvrage sur le sujet. Alors c'était plutôt un essai? Un essai, absolument. L'ouvrage. Là, c'est L'écran couleur, c'est un roman. Pourquoi cette aventure dans le domaine de la fiction? Alors déjà, j'ai eu la chance, mon essai, c'était plus un outil pour moi, pour toutes les connaissances que j'avais pu acquérir, de regrouper un petit peu tout ça, plus à l'attention de directeur marketing ou de professionnels de la couleur. Et il s'avère qu'il a connu un certain succès auprès du grand public, puisqu'il a été traduit en 15 langues. En France, il a bien marché. Du coup, on m'a dit, mais bon, faites la suite. J'ai dit, mais la suite, c'est pas moi qui vais l'écrire, ce sont les scientifiques. Quand ils auront des choses à dire, ils les diront. Mais par contre,
et je vais tirer avec eux. Par contre, l'exercice de raconter les influences des couleurs à travers un roman me semblait quelque chose de très intéressant parce que ça peut être une histoire aussi. Et alors, par contre, j'ai passé un moment à me dire comment je raconte ça. Et le déclic a été dans un restaurant qui s'appelle Dans le Noir, je ne sais pas si vous connaissez Rien qu'on voit, où on arrive, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un restaurant tenu par des aveugles. Et après, dès qu'on a passé le sas d'entrée, on rentre dans une salle de restaurant où on est entièrement dans le noir, et ce sont des aveugles qui s'occupent de nous, qui nous placent, qui nous amènent à manger, etc. Et quand on arrive dans ce restaurant, on est accueilli par ces aveugles et on ne peut pas s'empêcher de s'apitoyer un tout petit peu en disant oh là là, les pauvres. Mais une fois qu'on est rentré dans la salle, que pendant 2 heures, c'est eux qui se sont vraiment occupés de nous, qui nous ont servi un repas, donc je crois que c'était du poulet, c'était du poisson, etc. Enfin, bon, c'est des expériences formidables. On se rend compte que leurs 4 autres sens sont tellement développés que quand on sort de là, donc que l'on revoit avec nos yeux cette personne, on se dit mais quelle personne formidable, et quelque part c'est moi l'handicapé, lui il a 4 sens supérieurs aux miens, j'en ai un peut-être supérieur au sien, mais lui les 4 autres sont largement plus développés que les miens. Et voilà, et je me suis dit, cette personne-là, comme dans mon premier ouvrage, je parle de couleurs, il n'y avait aucune couleur visible, donc on me raconte ce qu'est la couleur, on n'a pas besoin de voir les couleurs pour les comprendre, et je me suis dit que je vais en faire ma spécialiste de la couleur, d'où Charlotte dans le roman, et à aucun moment on ne s'apitoie, et c'est une personne normale qui a d'autres qualités, et voilà, c'était le message que je voulais faire passer à travers ce roman, c'était mon déclic. Déjà des questions peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit. Quelle est votre couleur préférée? Est-ce que vous en avez une ou est-ce que vous êtes plutôt obligé de suivre la mode en tant que votre lien proche de... Ça, je ne devrais pas vous le dire parce qu'on est entre nous, mais je vous déconseille formellement de suivre la mode. Parce que la mode, c'est ce qu'on essaie de vous imposer. Et les couleurs qui vous font du bien, vous le savez inconsciemment. Quand vous ouvrez votre placard et que vous avez envie de vous habiller en turquoise, par exemple, si vous vous dites est-ce que je me plais en turquoise, vous vous habillerez en turquoise. Mais si vous vous dites de quoi j'ai l'air en turquoise, sous-entendu, que vont penser les autres, est-ce que c'est à la mode, etc., vous allez avoir peur du turquoise et vous risquez d'arriver à crier en gris. Donc n'écoutez pas les modes, suivez vos propres instincts, ils vont vous dire quelles sont les bonnes couleurs. Et pour revenir à la question initiale, quelle est ma couleur préférée, ça dépend vraiment du moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand on n'a pas forcément la pêche, je suis plutôt sur des couleurs vives, des moments où au contraire on veut se relaxer, là je suis plutôt dans des couleurs froides, des bleus, des verts. Ça dépend pourquoi, c'est-à-dire que moi pour des vêtements, on n'a pas envie des mêmes couleurs que pour des murs ou des sols ou autres. Donc j'ai pas une couleur préférée, je crois que c'est toutes les couleurs en général qui nous font du bien et je pense que s'arrêter à une couleur, c'est presque être déséquilibré. Moi je pense qu'on a besoin de toutes les couleurs. Oui. Et du coup, vous nous avez parlé de l'hôpital de M. Ruffo. Oui. Et vous aviez choisi quelle couleur pour dynamiser une dépression, Alors, pour sortir de la dépression? Alors, d'abord, il n'y a pas de couleur miracle. Celui qui va vous dire prenez telle couleur, ça va être révolutionnaire, c'est un charlatan, ça n'existe pas. Ce qui est certain, c'est que, les enfants adorent les couleurs, vraiment. Deuxième point, les enfants détestent le blanc, surtout dans un hôpital où ça leur rappelle leur maladie. Donc, laisser des enfants dans du blanc, c'est presque un crime. 3, comme ce que je viens de vous dire me concernant, les goûts changent. Donc, il n'y a pas une couleur qui est la bonne couleur du moment. L'idée, c'est de multiplier au maximum les couleurs, d'avoir énormément de couleurs différentes. Si possible, d'avoir tendance chromatique différente dans les chambres et de proposer aux enfants de choisir leur chambre. Quand ce n'est pas toujours le cas, on a mis des grands panneaux avec des craies et plein de crayons, des feutres, et on leur dit fais ta décoration, prends possession de ta chambre, mets les couleurs que tu as envie de mettre dans ta chambre. Alors, les couleurs collectives, comme le réfectoire par exemple, là on a pris le orange. Pourquoi le orange? Parce qu'on sait que le rouge ouvre l'appétit. J'en parle un peu dans mon livre, c'est vraiment la couleur qui donne faim. Les nappes à carreaux rouges et blanches de nos grands-parents, c'était vraiment pour qu'on ait faim. Un restaurant qui est en rouge, inconsciemment, vous aurez envie de prendre un dessert en plus. Donc c'est la bonne couleur. Donc, on s'est dit, on ne va pas prendre le vrai rouge, parce que pour une anorexique, elle va comprendre que c'est l'endroit où on veut qu'elle mange et elle ne veut pas manger. Donc on a pris un rouge orangé, on a basculé un peu dans l'orange, parce que le orange, c'est la couleur de la communication. Quand vous regardez l'orange, vous activez une zone dans l'hémisphère gauche de votre cerveau qui est la zone du langage. Et on se rend compte dans une ambiance chromatique orange, on a plus envie de communiquer. Donc on s'est dit, c'est la bonne couleur pour les anorexiques. Au moins, ils vont aller discuter avec les copines. C'est un tout petit peu rouge, donc peut-être que ça va leur donner un tout petit peu envie de manger. Voilà comment derrière cette couleur. Et après, voilà, partout, le reste de l'hôpital, on a mis énormément de couleurs.
Ce qui fait peur un peu au début, parce qu'on a vraiment été relativement fort dans la couleur, notamment pour le personnel, qui ne sont pas habitués à avoir autant de couleurs, mais au bout de même pas 1 heure, tout le monde a trouvé ça formidable, et chaque fois que j'y retourne, tout le monde dit oh, c'est génial ces couleurs, enfin, tout le monde aime. Passer le premier choc du début, on fait oula. L'expérience a été renouvelée d'ailleurs, il y a d'autres hôpitaux qui ont... Alors juste à côté, justement, là, j'étais encore plus fort, ça s'appelle sur le relais, où on a mis de la couleur aussi. À Marseille, j'ai fait la maternité de l'hôpital Nord aussi, où on a commencé par une grande fresque avec un visage d'enfant très coloré, et j'espère qu'on continuera. Voilà. Donc j'essaie de mettre de la couleur partout où je peux. Alors dans votre roman, oui, alors allez-y. Oui, je rebondis parce que du coup vous dites que le personnel a eu peur au départ. Oui. Personnellement, j'ai vu dans votre livre, alors vous m'arrêtez si je me trompe, une vraie satire d'une société aseptisée. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ce que vous dites, effectivement, vous mettez la couleur dans le livre, dans le roman, elle disparaît. Voilà, et c'est justement la disparition de la couleur dans mon roman, c'est en fait appuyer ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans notre monde, c'est-à-dire que regardez. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'est-à-dire que ça, c'était bon, ok, maintenant on fait quoi? C'est-à-dire que partout, nos parents, nos grands-parents, on regardait les maisons de campagne, il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge, il y avait de la couleur absolument partout, et on a perdu la couleur il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a perdu dans fin des années 90, et c'est pas très loin, hein. 90, on avait encore les années 80 étaient encore très colorées, années 70, n'en parlons pas, mais voilà, on a perdu ça à la fin des années 80, et on ne l'a jamais retrouvé. Qu'est-ce qui explique ce perte de goût pour la couleur? Alors, pour ce qui est de l'architecture, il n'y a pas d'architecte ici ou de... Ah, combien vous avez passé de journées à apprendre la couleur en 5 ans d'études? Pas grand-chose. Pas On apprend plutôt... la couleur, on apprend aux travaux de l'histoire de l'art et des choses comme ça, mais des cours d'art plastique qu'on a aussi, si on a des profs qui font attention à ça, mais la couleur en architecture, on n'a pas eu. Voilà, le drame il est là, c'est que les architectes ne maîtrisent absolument pas les couleurs. Ils sont très forts en volume, ils sont très forts dans tout le reste, mais les couleurs, ils en ont peur. Donc à la limite, une couleur par-ci par-là, ils veulent bien, mais demandez-leur de mettre 3 couleurs dans un même espace, ils en sont incapables, et ils s'en sont, à part des personnes comme Villemotte par exemple, mais qui à la base n'est même pas architecte, les architectes ont peur de la couleur. Partant de là, en décoration, les promoteurs immobiliers se sont dit bon, on va pas s'embêter, on va faire du blanc et les gens mettront les couleurs qu'ils voudront. Et les gens n'ont pas mis de couleur. C'est ça le drame. Dans le textile, ça vient de Édouard VII, qui était, je vais vous la faire courte, mais je crois que j'en parle dans le livre. Voilà, donc l'histoire du smoking, qui derrière après la petite robe noire, etc. Donc le noir est devenu le chic du chic dans le tenue vestimentaire, mais encore une fois, si vous regardez bien, c'est que l'Occident. En Inde, c'est pas du tout le cas, en Amérique du Sud non plus, en Afrique non plus. Donc c'est que chez nous, culturellement, on a trouvé que le noir faisait chic. Alors pour une raison, est-ce que je vous la donne? Parce que ça reste... Allez, je vous la donne quand même. Parce qu'on pense, notamment les femmes, que le noir fait maigrir. Affine. C'est absolument faux. Je suis désolé de vous le dire. Alors souvent, des fois je me censure là-dessus parce que ça fait tellement de bien de se sentir plus mince que certaines femmes, dès lors qu'elles se sentent plus minces, elles sont plus belles parce qu'elles rayonnent plus. Mais regardez une voiture dans la rue, posez-vous la question, une voiture noire. Est-ce que vous pensez que la même voiture à côté, si elle est verte, que la voiture noire paraîtra plus mince ou moins lourde que la voiture verte? Non, une masse noire reste une masse noire. Donc, ce qui mincit les femmes, ce sont les rayures, ça c'est sûr. C'est tout ce qui va flouter la silhouette, comme les tenues militaires par exemple. Là oui, parce que vous allez casser la silhouette. Mais le noir n'a jamais aminci qui que ce soit. Suède, Finlande, il y a énormément de couleurs. Mais, moi, je fais ça en Europe. Bien sûr. Par exemple, les Samis ont des. Et en Norvège, les Buddhas ont le costume. Costumes traditionnels qui sont quasiment partout dans le monde sont très colorés. Ouais. Et ils sont hyper colorés. Ah, mais complètement. Déjà, ils ont raison, dans les plus en monte vers le nord, je ne sais pas si vous parlez, je ne vois pas leur tenue, mais les Esquimaux, etc. Déjà, ils vivent 6 mois par an sur de la neige, et donc ils en ont marre du blanc. Eux, ils veulent vraiment des couleurs fortes, donc eux sont très demandeurs. Dans leurs intérieurs aussi, ils mettent énormément de couleurs. C'est aussi intéressant quand il y a peu l'hiver de pouvoir éclairer, c'est-à-dire que si vous avez des intérieurs très colorés, avec la lumière, ça va faire une très belle ambiance. Alors que passer 6 mois par an dans le noir dans cette pièce, je vous garantis, vous allez déprimer. De toute façon, toutes les études le prouvent, dans du blanc,
on déprime. Donc, de toute façon, la couleur est un besoin viscéral de tous les humains. Et c'est simplement l'Occident, depuis 20 ans, qui l'a oublié, ou qui, pour des raisons culturelles ou de mode, a décidé, ou de peur des architectes, a décidé de s'en passer. Parce que pour vous, ça reste une mode. J'espère vraiment. Mais c'était pas loin. Regardez vos vieilles photos de classe, vous verrez comment vous étiez dans des petits gamins. Maintenant, on dirait qu'on était des perroquets. On était dans la couleur, on était à fond dans la couleur. Donc, malheureusement, c'est une mode qui dure depuis un certain temps. Et des marques comme Pantachop ont disparu, des marques comme Benetton ont du mal. Mais il y a des marques comme Desigual qui apparaissent. C'est une exception. Mais voilà, il y a quelques trucs qui nous font penser que la couleur peut revenir. En tout cas, dans les magazines de mode, tous les ans on dit le grand retour de la couleur. Dans les faits, c'est pas encore le cas. Donc, peut-être Karl Lagerfeld prend cher dans votre roman. Il n'aime pas le rose, Karl Lagerfeld, c'est vrai. Il dit qu'il n'aimait pas le rose. Ouais, non, c'est gentil. Parce qu'à la fin, il arrive à rose justement en plus. Mais Lagerfeld, c'est l'héritier de Chanel. Et voilà, donc une maison où il n'y avait pas par définition que Chanel a fait sa carrière sur le noir. Donc c'est un peu logique pour lui. Là, ce que je reproche plus sont tous les autres couturiers qui eux aussi se sont habillés depuis toujours en noir. C'est habillé en noir avec des t-shirts noirs. Donc ce sont nos premiers ambassadeurs. Donc j'aimerais que ce soit eux les premiers à remettre de la couleur. Déjà, ils font un truc bien. Là, je sais pas si vous avez suivi la Fashion Week cette semaine. Ils se sont interdits les mannequins trop maigres. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Voilà. S'ils pouvaient, prochaine étape, remettre de la couleur, j'en serais ravi. Il y a presque un côté militant dans ce roman, justement de pouvoir justement porter cette idée de la couleur et de se rendre compte, de rendre compte qu'un monde sans couleur est très triste. Oui, c'est militant parce que on a oublié, notre génération, l'importance de la couleur. C'est important de savoir que vous avez 20% de plus de risque de dépression en travaillant dans des bureaux blancs. Ça va encore. On verra président dans quelques années. Ouais, bon, après, il faut relativiser, c'est pas vrai. Voilà. Et en plus, vous avez la chance certainement d'avoir un peu de bleu qui arrive. Alors, si vous avez des feutres et des crayons de couleur, ne colorez tout de même pas sur les murs. Donc oui, c'est militant, je pense que la couleur c'est important, c'est vraiment le discours que je veux porter. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Madeleine de Proust, ça va faire la synthèse entre l'histoire, entre les enfants, entre tout. J'ai lu ce livre, donc il y a plus de 25 ans à mon fils, Oui. de manière répétée. Et là, le propos, on part d'un monde en gris, en noir et blanc, D'accord. et le magicien rajoute les couleurs pour arriver au monde coloré tel qu'il est. Ah, ça m'intéresse de le lire. Je me demandais si... Je peux pas vous le donner parce que je l'ai offert à mon petit-fils. Je prends des photos, mais c'est... Et c'est un livre, l'écriture en langue, je sais pas quelle nationalité l'auteur, c'est 68. D'accord. Et la première édition à Côte d'Ivoire, 71. D'accord. Donc, comme quoi, voilà. Et vraiment, ça a fait écho complètement quand j'ai lu votre livre. Ça me rappelle quelque chose. Et je l'avais offert celui-là à mon petit-fils, au neveu de mon fils, de ma fille. Et le paradoxe, c'est que mon fils, qui était amoureux de ce livre et des couleurs, est un passionné de photographie, n'en fait pas son métier, mais il commence à exposer uniquement en noir et blanc. D'accord. Ce sont plus ces deux sœurs qui sont dans la couleur. Mais le noir et blanc, de toute façon, sont des couleurs, hein, vous savez, Bien sûr. c'est juste... en fait, l'une des théories, je pense, avec la bonne, est que quand la photographie est arrivée, la photographie au départ était en noir et blanc. Et puis est arrivée la photo couleur. Donc par opposition, on a dit, si elle est en couleur, c'est qu'elle n'est pas en noir et blanc. Avec le cinéma, c'était pareil, cinéma noir et blanc, cinéma couleur. Voilà, on s'est dit, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Mais fondamentalement, ce sont des couleurs. Et si vous aviez demandé à vos ancêtres quelles sont les non-couleurs, vous aurez dit en fait ce qui n'est pas teint. C'est-à-dire que. C'est un livre. Non, oui, tout à fait. Peut-être on peut revenir justement sur les enfants. Dans le roman, c'est Louise, une enfant de 7 ans qui redonne des couleurs au monde. Les enfants ont un don pour voir les couleurs. Enfin, ils les voient différemment de nous. Alors, ils les voient différemment que les personnes âgées, c'est sûr, parce qu'à partir d'un certain âge, on a un cornée qui jaunit légèrement, et donc ça jaunit un peu nos couleurs. Vous savez, Monet qui s'est fait opérer de la cataracte, après qui a revu des couleurs vives, qui a changé sa gamme de couleurs. Mais surtout, les enfants adorent la couleur. C'est-à-dire que mettez deux jouets à un enfant, un jouet non coloré, un jouet coloré, un enfant, par définition, il ira sur le jouet coloré. Donc les enfants aiment les couleurs, et les enfants aiment surtout les couleurs primaires et les couleurs vives. Et ils aiment toutes les couleurs. Je parle aussi des enfants, des petits garçons qui aiment autant le rose que les petites filles.
c'est simplement la culture, c'est-à-dire que c'est simplement leurs grands frères ou leurs parents qui vont arrêter ça c'est pour les filles et qui vont arrêter d'aimer le rose. Mais les enfants aiment toutes les couleurs, ce sont nos plus beaux ambassadeurs, il faut les écouter, je vous en supplie, les chambres d'enfants, mais ou laissez-les s'exprimer, ou s'ils sont tout petits, mettez des couleurs dans leur chambre, ils adorent ça les enfants. Quelque chose qui est ressorti, c'est que les couleurs sont très culturelles en fait. Oui, il y a l'influence innée de la couleur, c'est-à-dire qu'une femme avec du rouge à lèvres est plus sexy, quelles que soient les cultures, ça c'est inné. Et il y a les influences culturelles, le noir couleur chic, c'est une influence culturelle, donc c'est vrai qu'une femme en noir paraît certainement très chic en Occident, parce que c'est culturel, donc il y a les deux qui se conjuguent et qui s'additionnent. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions? Vous n'êtes pas d'accord parfois même? C'est volontaire du coup que il y a une inversion entre l'homme et la femme. Parce que dans le roman, il porte une veste rose. Oui, mais le fait que ce soit ça qui soit représenté par rapport à ce genrage, c'est un clin d'œil. Oui, absolument. C'est-à-dire que je voulais, moi, c'est deux couleurs fondamentales, parce que justement, c'est les enfants, mais pas pour les roses, mais j'ai voulu les inverser parce que non, le rose n'est pas une couleur pour les filles. Tout à fait. Oui, monsieur. Je reviens sur votre remarque sur le orange. Est-ce que c'est pour ça que France Télécom s'est rebaptisé? Absolument, tout à fait, ça vient de là. Parce que c'est vraiment la couleur de la communication. Ouais. Alors, exactement d'après ce que j'ai. Alors, ce que je vous dis à prendre avec des pincettes, en fait, Orange existait en Angleterre, et France Télécom en France a eu vent de ses habitudes et a voulu racheter le nom anglais, et c'est comme ça que Orange est devenu français. À l'origine, c'est une compagnie anglaise. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est que le roman est très tourné. On apprend aussi plein de choses à travers des chroniques de Charlotte. J'ai trouvé ça très bien. Et est-ce que vous pouvez revenir sur un terme qui est dans le livre, le synesthésie? Oui, j'ai une question là-dessus aussi. C'est formidable la synesthésie. Beaucoup de gens ont découvert avec. On a découvert, mais si vous pouviez nous en dire. Alors la synesthésie, c'est un don qui est incroyable parce que beaucoup de gens, là pas plus tard que hier, j'ai une copine qui m'a dit bah oui, mais moi je voyais les mois en couleur. Et elle s'était pas. Et elle s'est dit, mais c'est bizarre, elle a autour d'elle, personne ne voyait les mois de l'année. Quand elle voit le calendrier, janvier c'est orange, février c'est bleu, etc. Pour elle c'était naturel. Et c'était tellement naturel qu'elle ne s'était pas posé la question. Donc elle vient de réaliser à 40 ans qu'elle avait un don de synesthésie. Donc c'est une association d'un sens avec la couleur que personne n'arrive à expliquer. Il y a beaucoup de mathématiciens qui sont penchés là-dessus parce que vous savez que les longueurs d'onde, c'est aussi bien les sons comme les couleurs sont simplement des longueurs d'onde, simplement les longueurs d'onde des sons sont beaucoup plus hauts et que nos yeux ne les voient pas, beaucoup plus hautes. Mais donc ils ont cherché un rapport entre couleur et son, puisque celle de la synesthésie de Petrucciani et de Scriabine est l'une des plus connues, c'est-à-dire que les notes de musique font des couleurs. Ils n'ont pas trouvé de lien. Et autre chose intéressante, c'est que deux synesthètes qui voient des couleurs associées à des sons ne voient pas forcément les mêmes couleurs. Parce qu'on a essayé de travailler là-dessus, on a essayé de faire une symphonie en fait, à travers, un peu avec une sorte de light jockey qui serait synesthète, pour essayer d'appuyer ses propres couleurs sur une symphonie. C'est un projet que l'on a et on se rend compte que chaque synesthète a sa propre perception de la couleur. Mais c'est un don intéressant parce que encore complètement incompris des scientifiques. Donc c'est là que ça montre qu'il y a énormément de choses encore à apprendre sur les petites parties de la couleur en l'occurrence. Le poème de Rimbaud quand même. Et le poème de Rimbaud, bien sûr, bien évidemment, vous voyez, etc. Tout à fait. Mais statistiquement, il devrait y avoir peut-être une personne qui est synesthète dans la salle, parce que ça touche quand même 3 ou 4% de la population. Je ne sais pas si c'est le cas. Non. Bon. Pour revenir sur ce qui a été dit, n'hésitez pas. Oui. Je me demandais quelle était l'influence de la couleur sur vous au quotidien, par exemple, dans votre manière de vous habiller. Est-ce que, suivant les événements, suivant les projets, vous choisissez la couleur en fonction de ça, ou est-ce que c'est juste une question de goût Alors, déjà, une chose qui a changé, parce que dans la pub, on nous habille plutôt en noir. Donc, à l'époque, j'étais habillé plutôt en noir. Donc, quand j'ai commencé à créer des couleurs, je me dis, je peux quand même pas décemment être en noir. Donc, j'ai commencé à mettre de la couleur. Et plus ça va, plus j'adore ça. Et maintenant, je crois que je me mets quasiment plus jamais en noir, j'ai toujours de la couleur. Et c'est vrai qu'il y a un peu de superstition selon les. Alors, j'avais typiquement en rose, comme aujourd'hui, j'avais fait ma première télé, mon premier France 2 en rose. Et depuis, c'est devenu un peu ma couleur publique. Pas spécialement par. J'aime le rose, mais j'aurais pu être en vert, j'aurais pu être en rouge, j'aurais pu être en jaune.
Tout simplement comme voilà, j'ai eu une présence publique avec du rose, depuis je me mets en rose, parce que j'aime bien cette couleur. Et un peu aussi par provocation, c'est-à-dire c'est pas une couleur pour les filles. Et c'est la première couleur qui revient en premier, Oui. Les couleurs reviennent. Oui. Alors il y a un sentiment de bonheur généralisé en France ou dans le monde, donc c'est pas un choix innocent non plus. C'est pas un choix innocent, c'est parce que justement l'une des plus belles études en neurosciences sur la réparation sur la couleur, c'est cette fameuse expression voir la vie en rose. Quand vous regardez un dessin c'est une photo d'enfant heureux, enfin, une photo de bonheur, vous activez énormément de zones dans votre cerveau, j'en parle mais je le redis parce que je trouve ça incroyable. Et quand vous regardez une personne, en parallèle, une personne qui regarde un aplat de couleur rose, il active exactement les mêmes zones. C'est un copier-coller qui est incroyable entre regarder du rose et regarder du bonheur. D'où l'expression voir la vie en rose, qui est confortée par les études scientifiques. Donc je trouve ça incroyable. Et c'est presque l'une des seules expressions, c'est l'expression la plus connue sur la couleur. Bon, il y en a sur à peu près toutes les couleurs, mais celle-là, tout le monde l'a en tête et tout le monde l'emploie. Voir la vie en rose. Donc, si on veut voir la vie en rose, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus de rose? Alors après c'est le rouge, c'est pas exactement la même chose quand le rouge apparaît. Le rouge c'est la couleur la plus complexe qui soit, parce que c'est à la fois la séduction. Allez-y. Ouais, je pense que je ne sais plus si je l'ai écrit, parce que pour tout vous dire, c'était un exercice d'équilibrage entre je raconte plein de choses sur les influences de la couleur et je reste dans le roman. Donc avec ma charmante Louise qui est arrivée à Dialecte littéraire, elle a pris ses petits ciseaux et on a essayé d'équilibrer au maximum le roman. Donc il y a des choses, je ne sais plus si elles sont encore dans le roman ou pas, si on les a coupées. Alors chaque fois que je les ai coupées, je me fermais les yeux. Donc voilà, exactement. Et sur le fait que les femmes, en fait, en période d'ovulation, notamment Lucie, c'est certain, et nos cousins, les singes, en période d'ovulation, les femelles ont les lèvres labiales et génitales beaucoup plus rouges, qui indiquent leur fertilité. C'est encore un tout petit peu le cas, mais beaucoup moins pour vous, mesdames. Mais le fait de mettre du rouge à lèvres, vous indiquez au mâle votre fertilité, et c'est pour ça que vous êtes plus sexy. Là, c'est de l'inné, et on est vraiment dans la nature. Donc on a ce rouge très sexuel, qu'on a traduit par rouge de passion, etc. Mais c'est beaucoup plus primaire que ça. C'est vous êtes fécondes, mesdames, avec du rouge. Vous voyez, c'est moins romantique. C'est moins romantique. Et le rouge, qui est aussi pour les mâles, la testostérone, les yeux gorgés de sang, les mâles dominants, etc. Donc les mâles dominants portent du rouge. D'où, voilà, si un homme porte du rouge, il indique son côté chef. C'est la fameuse cravate rouge de Donald Trump, qui est horrible. C'est moi le chef quand je porte du rouge. Donc c'est vraiment deux rouges très différents. Et dans certains contextes, une femme habillée en rouge peut passer pour un chef. Alors qu'un homme habillé en rouge passera jamais pour plus sexy. C'est dit assez différemment la rencontre. Non, alors le livre c'est un roman, mais ces scènes justement quand la vie est en rouge, quand on ne voit plus que de rouge, vous imaginez quelque chose comme ça, si jamais ça se passait, s'il y avait du rouge un peu omniprésent, le comportement serait vraiment différent. Ah, s'il n'y avait que du rouge, c'est certain. Ah oui, c'est quand même une couleur relativement agressive. Dans une pièce, le rouge prend tout de suite la dominante. Cette pièce blanche, vous mettez juste un grand tapis rouge, on a l'impression que la pièce est rouge. Donc c'est une couleur qui est vraiment très très forte et qui a besoin d'être compensée par des couleurs plus douces. Le seul rouge, c'est très compliqué comme couleur. Alors c'est formidable. Dans une chambre, moi j'ai mon fils qui a du mal à se lever le matin, une moquette rouge, c'est génial parce que moi ça me donne de l'énergie le matin pour se lever. Mais des personnes qui sont insomniaques, je vous déconseille trop de rouge dans votre chambre, si ce n'est pour le plaisir de passer une bonne soirée, mais sinon, voilà, vous risquez de mal dormir dans une chambre rouge. Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que les gens ne sont pas d'accord? Est-ce que vous avez Est-ce que la couleur influence vraiment toutes les personnes ou il y a quand même des prédispositions chez certaines personnes? Oui, elle influence toutes les personnes, même une personne aveugle. Dans une pièce rouge. Parce que le rouge, c'est vraiment comme c'est la couleur qui a le plus d'influence. Beaucoup d'études sont faites sur le rouge. Mais dans une pièce rouge, un aveugle a un rythme cardiaque, pression artérielle et nombre de battements de paupières supérieur. Alors comme cette étude, elle n'est pas sur suffisamment d'aveugles pour être confortée officiellement, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais je suis persuadé que c'est vrai. Je suis
persuadé aussi que n'importe qui dans un cinéma, si vous êtes sur un fauteuil rouge, le film que vous allez voir sera beaucoup plus captivant que le même film dans un fauteuil bleu. Voilà. Donc c'est certain, ça touche tout le monde, ne serait-ce que par sa longueur d'onde. Vous savez, un tout petit peu à l'extérieur du spectre du visible, vous avez les ultraviolets, les UV créent des mélanomes ou du bronzage sur toutes les peaux. Donc de toute façon, l'influence de la longueur d'onde, elle est là. Mais là, on commence à arriver à la manipulation. C'est-à-dire, on met les bonnes couleurs, on a envie, on a envie qu'on agisse comme ça, donc on est là, et nous, alors. Tout à fait. Alors, la frontière entre manipulation et séduction, elle est où? Quand vous mettez du rouge à lèvres, est-ce de la séduction ou de la manipulation? Non, mais c'est certain qu'on n'en est pas loin. Je pensais au fauteuil rouge du cinéma, par exemple. C'est de la manipulation. Mais en même temps, ça rend le spectacle tellement plus agréable. De façon empirique, on s'est rendu compte que dans le monde entier, les théâtres en Amérique du Sud, en Australie, en Inde, etc., en Chine, au Japon, étaient rouges. Parce qu'on s'est rendu compte que dans une pièce rouge, dans du rouge, on était beaucoup plus captivé, on trouvait le personnage sur scène, les comédiens beaucoup plus chaleureux, donc c'était la bonne couleur. Donc naturellement, on s'est dit, au théâtre, on fait rouge. Donc est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est aider à ce que le spectacle se passe mieux? Après, c'est jouer sur les mots, mais oui, ça peut être considéré comme une manipulation. Orange pour nous communiquer On communiquera jamais trop. Hein, donc, Est-ce que c'est très étudié? Est-ce que justement, dans les entreprises font tout appel à des designers, à des experts de couleurs? Est-ce que c'est le côté manipulation peut-être qui est vraiment très réfléchi en fait? Est-ce que aujourd'hui, voilà, est-ce que tout le monde réfléchit à ça? Tout non, mais par exemple chez Google, par exemple dans la Silicon Valley, il y a énormément d'entreprises qui travaillent leurs locaux avec ces influences-là, c'est-à-dire on va faire des endroits qui sont très relaxants, dans des bleus, dans des verts, pour que les gens communiquent entre eux, discutent, trouvent de nouvelles idées, et des salles de réunion beaucoup plus chaudes au niveau couleurs pour qu'on puisse travailler plus longtemps. Donc effectivement, l'aménagement de travail, on réfléchit aux bonnes couleurs. Alors, pour moi, c'est pas de la manipulation, aussi c'est beaucoup plus productif, c'est travailler dans un cadre plus agréable. Donc, mais c'est sûr que ça modifie notre façon d'être, comme de la même façon, une pièce blanche modifie notre façon d'être aussi. N'hésitez pas à prendre la parole. Que pensez du doré alors, le doré, il n'y a aucune étude scientifique sur l'influence du doré. Tout ce que je vais vous dire, par contre, il y a énormément de choses en culturel. C'est-à-dire, je vous donne juste un exemple, les iPhones, en France, il y a peu d'iPhones dorés qui sont vendus. Les Gold se vendent moins bien qu'aux États-Unis. En France, ça fait bling bling. L'expression bling bling. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Pourtant, on est en culture occidentale, donc on n'est pas très loin. Les portables en or, enfin les couleurs or, marchent très bien en Afrique et en Asie aussi. Donc c'est purement un peu l'Europe, et en particulier la France, qui a refusé ça. Donc là, on est dans les influences culturelles. Si vous arrivez chez quelqu'un où il y a beaucoup de doré, vous pouvez aimer ou pas aimer, trouver que c'est vulgaire ou que ça ne l'est pas, mais c'est purement culturel. Donc les influences vont être culturelles. Vous allez juger la personne en fonction de la façon dont elle travaille son intérieur. Ça vous penser qu'elle est bling-bling ou qu'elle est d'origine asiatique, parce qu'ils aiment beaucoup le doré. Oui. Les personnages, vous disiez que tout avait commencé avec le personnage de Charlotte, avec la personne aveugle, et les autres personnages, comment ils sont venus, comment vous avez pensé cette histoire? Comment sont-ils venus? J'ai eu d'abord l'idée de ce personnage aveugle, puis en fait je voulais que celui qui l'accompagne soit assez différent. Pour tout vous dire, c'est aussi un copain qui a eu un peu un drame de l'alcool, etc. Donc quelque part j'avais un de mes meilleurs amis qui a sombré et que j'avais en tête en écrivant, Arthur, il ne s'appelle pas Arthur. Par contre, j'étais avec son vrai prénom pendant toute l'histoire, et puis à la fin j'ai changé de prénom au dernier moment. Et voilà, donc c'était un personnage auquel je tenais, et j'aurais adoré qu'il rencontre une femme comme Charlotte. J'aimerais encore que ça lui arrive un jour. Voilà, et puis sa petite fille, c'est parce que, encore une fois, c'est l'innocence de la couleur, c'est les enfants qui la portent. Et en roman sur la couleur, il fallait forcément qu'il y ait des enfants, parce qu'avec cette sensibilité, on a besoin d'eux, et c'est un personnage central aussi. Mais il y a des personnages secondaires qui sont super sympas aussi. Il y a Jay, Simone. Jay, c'était parce que sur la synesthésie, et puis j'ai eu l'idée du taxi jaune, je me suis dit, tiens, il a choisi un taxi jaune parce qu'il est synesthète, qu'il ne le voit pas. Voilà. Après,
c'est un peu parti. C'est peut-être au fil aussi des rencontres, des jours. Enfin, en fait, moi, j'ai écrit en ayant le début et la fin. La fin, c'est beaucoup plus de. Une personne qui l'a pas lu, qu'elle se bouche les oreilles. La fin, c'est beaucoup plus de couleurs qui apparaissent, et en fait, les couleurs sont là et on ne les voit plus. Ça, c'était mon message de fin. Et après, j'avais quelques points, quelques repères, mais donc j'allais de A à B, de B à C, de C à D. Donc je savais que je devais passer par toutes les lettres, mais des fois, je ne savais absolument pas où j'allais. Et c'était assez intéressant comme expérience d'écriture, c'est-à-dire que j'étais avec mes héros, en disant, il faut absolument que je retrouve des crayons, mais je fais comment? Et j'en savais pas plus que si vous voulez. Donc des fois, je me baladais avec eux, donc j'étais mon premier lecteur moi-même. Donc selon mes rencontres, je faisais apparaître des personnages ou pas. Voilà. Donc je me suis bien amusé en écrivant aussi. Vous n'avez pas hésité, alors ça aurait pu être un roman pessimiste. Un constat justement sur la société qui perd le nord. Vous avez toujours eu l'idée de faire un roman tout de même optimiste, tout de même joyeux. Pessimiste, c'était facile, il suffisait de s'arrêter à le monde est du noir et blanc. Vous avez hésité à couper la là on voit du noir, là, de toute façon il y a tellement de films qui sont comme ça, vous vous arrêtez au noir et blanc, forcément c'est un roman pessimiste. Non, au contraire, c'est un message d'espoir que quand vous êtes sensible à la couleur, elle vous fait du bien. Et moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire sur ce livre, c'est de me dire, depuis que je l'ai vu, je vois plus les couleurs de la même façon et j'aime les couleurs. Alors que je l'ai remarqué pas. Voilà. Et c'est ça mon message. Donc c'est au contraire de l'optimisme, et la couleur elle n'est pas loin. Et elle nous fait du bien. Voilà. Il y avait une question ici. Oui, c'était pour revenir au personnage. Moi, je trouve que vous avez donné une très jolie place à Louise dans votre roman. Merci. Et du coup, je me demande quel pourcentage, parce que du coup, j'en vois une ode à rester un enfant, au-delà de la satire, que je ne vais pas le faire. Quel pourcentage d'enfants vous avez encore en vous? Ma femme vous dirait 100%. Mais je crois être enfant, c'est continuer à s'émerveiller. Et j'espère qu'on est tous des enfants. Quoi. Donc, je détesterais devenir adulte. Non, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais c'est vrai que moi j'adore les enfants et j'espère garder un tout petit peu de cette âme longtemps. Non, je pense qu'on le ressent par rapport à ce que vous achetez à jour. Je prends ça comme un compliment. Ça a l'air de ma femme. Toujours dans le roman, il y a une touche de polar, plutôt dans la deuxième partie du roman. C'était une volonté d'aborder aussi ce genre-là, un goût personnel pour le polar. Oh, ça va pas très loin dans le polar, ça reste gentil. Non, c'est une façon de continuer d'amener un peu de rythme et de ne pas être trop dans la systématique, on trouve une couleur, d'amener un peu de tension. Je pense que c'était intéressant aussi pour essayer de faire en sorte que le lecteur reste captivé dans l'histoire et qu'il ait envie de continuer jusqu'au bout. Donc oui, j'ai mis un petit peu de tension, mais ils ne sont pas très méchants, mais méchants, au contraire, c'est plutôt des bras cassés. Et volontairement, là, j'ai pas voulu aller trop loin, j'ai pas voulu entrer dans le vrai polar, sinon j'aurais mis beaucoup plus tôt, je pense. Oui. En plus, c'était marqué par la touche de fantastique et de magique que par celle du polar. Oui, c'est ce que je cherchais aussi, voilà. Et quelque part, ce qui est bien, c'est qu'on n'élucide pas cette magie, elle reste là. Exactement. Vous n'avez pas été tenté d'ailleurs de donner des explications d'ailleurs là-dessus, pour que ça restait justement sur le côté magique J'étais tenté, mais trouver une vraie explication, ça aurait été quelque part dire que c'était possible. Enfin, comment vous dire? On a tellement à apprendre sur les couleurs, je vous garantis que les scientifiques continuent tous les jours à nous apprendre des choses, que j'ai envie de me dire que c'est possible, mais on ne sait pas pourquoi. Donc de trouver une solution, une baguette magique, j'en sais rien, une météorite qui fait que, j'en sais rien, ça aurait été trop facile, entre guillemets. Je préfère me dire, il y a peut-être une explication, c'est peut-être possible, laissons avancer la science pour cela. Donc c'était un peu une volonté. Il nous reste 5 minutes. Vous avez une question? Remarque, j'ai bien aimé le livre et j'ai été déçue par le personnage d'Agir qui n'a pas fait grand-chose en fait. Je voyais, je sais pas, évoluer différemment, peut-être retrouver vraiment d'une course, on va dire. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le petit mémé LSD. C'était croustillant quoi. Ouais, c'était. Voilà. Ouais, sur le personnage d'Agir, en fait, je voulais pas aller trop loin dans le trio. Est-ce qu'elle va plutôt finir avec lui ou avec elle? C'est vrai que je l'ai laissé un tout petit peu de côté, mais un peu volontairement. J'étais plus attiré justement par la magie, par des trucs un peu plus drôles. Je
justement des choses comme le LSD, que de rendre. Je suis pas rentré dans le polar et j'ai pas voulu aller trop loin non plus dans l'histoire d'amour entre un personnage avec un drame au milieu. Donc c'est un peu assumé, mais je suis content si vous avez aimé mes familles. Et là, notre espoir, c'est quand même un personnage qui s'arrête de boire pour sa capacité, et ça, c'est vraiment bien. Et je pense que c'est possible, d'ailleurs, il y a des belles études là-dessus sur les mineurs de fond, qui sont dans le noir, qui ne voient pas de couleur, et c'est la population la plus alcoolique qui soit. Et quand des mines ferment, il y a énormément d'anciens mineurs qui arrêtent de boire, justement, en revoyant la surface et en revoyant les couleurs. Donc je me dis, peut-être de façon un peu subliminale, que la couleur peut aider aussi à arrêter de boire. Oui. Votre livre a créé des Google recherches, c'est mon livre. Et j'ai vu le nom de Pastoureau sortir énormément. Et je voulais savoir s'il y avait une collaboration entre vous ou alors, Michel Pastoureau, à peu près, 3-4 fois, on s'est retrouvés sur les mêmes plateaux de radio. Donc chaque fois, je suis invité avec Pastoureau parce qu'on est un peu sur les deux pendant de la couleur. Moi, je suis plutôt sur l'inné, il est sur l'acquis. C'est sur l'acquis. C'est-à-dire que lui, il est sur la culture de la couleur, sur la symbolique de la couleur, ce que ça représente. C'est un historien de la couleur formidable qui parle très bien aussi des couleurs, mais il n'est pas du tout sur l'inné. Donc en fait, on se complète. Moi, je suis plus dans les émissions radio à parler de neurosciences, quand lui va être sur l'histoire de la couleur. Et il y a une autre personne, si vous aimez Pastoureau, que je vous invite à lire, qui est absolument formidable, qui s'appelle Annie Mollard-Desfours, qui est une amie qui est chercheur au CNRS sur la linguistique de la couleur et qui écrit énormément de choses. Alors Pastoureau reprend beaucoup de ce que peut écrire Annie. Malheureusement pour Annie, elle est moins médiatique que Pastoureau. Donc c'est souvent, pour ce qui est de l'histoire de la couleur, c'est souvent Pastoureau qui est invité. Il y a d'autres personnes qui sont très très douées aussi sur le sujet comme Annie Mollard-Desfours. Moi j'avais juste une question par rapport à la couverture du livre. Pourquoi il n'y a que 2 couleurs dessus? Est-ce que c'est une invitation à prendre nous-mêmes nos crayons et à colorier? C'est exactement ça. Le papier est également un papier que l'on peut colorier, qui résiste au temps. Parce que moi ça m'a fait penser vraiment aux cahiers qu'on vend énormément dans les librairies, qui sont de valeur stressante et tout ça, qui nous invitent à colorier. Ouais, c'est ça. On est un peu là-dedans. Voilà, je suis ravi. Si vous avez envie de colorier votre livre, vous l'appropriez, donc vous mettez vos couleurs, et j'en serais absolument ravi. Donc, c'est une invitation à la couleur. Voilà, j'ai envie que ce manque, on se dise mince, il manque quelque chose et on a envie de se l'ajouter soi-même. Certains l'ont fait en dessinant? Non, mais je m'attendais au rendez-vous à voir des pages de coloris. Si vous le faites, n'hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer sur. Ah oui, avec plaisir. Oui, je serais ravi d'avoir vos livres coloriés. Est-ce que je fais une autre question, une dernière question, avant de passer à la séance de dédicace et Robert? Vous parliez d'Annie Mollard, comment? Annie Mollard-Desfours. Desfours. Si vous faites aussi. Voilà, sinon vous avez mon mail d'ailleurs à la fin du livre, donc si vous avez même des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je ferai plaisir de vous répondre. Une question sur peut-être la suite. Est-ce que vous avez d'autres romans, d'autres idées de romans, peut-être même au-delà de la couleur? Est-ce que ça vous donnait envie de. Mais oui, c'était pas forcément. Quand j'ai écrit celui-là, je me suis pas dit je me lance dans une carrière de romancier, mais j'ai pris tellement de plaisir à l'écrire, et en même temps j'ai la chance de voir que commence à rencontrer son public. Je suis ravi de voir aussi qu'à l'étranger, les droits sont vendus dans pas mal de pays, des projets cinéma aussi autour du bouquin. Donc je me dis, formidable, donc oui, et je suis parti dans une autre histoire. Bien sûr, il y a un peu de couleur, mais rien à voir. Très différent, et voilà, donc je ne sais pas si je vais l'écrire en 6 mois, 1 an ou pas, mais j'espère peut-être vous revoir dans 2 ans pour vous parler de notre roman. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on vous propose de passer